très contente de vous retrouver. Donc comme prévu, je vais faire du coup la deuxième partie sur les plantes apéritives. J'avais fait la première partie, mais j'avais un bon nombre de plantes. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire une deuxième partie pour pas trop surcharger les vidéos. Alors du coup, les plantes, ça va être les plantes qui vont stimuler l'appétit, donc qu'on pourra aussi prescrire, enfin utiliser pour les gens qui ont des problèmes d'anorexie par exemple. La première plante que je vais vous présenter, c'est le magnolia, qui s'appelle en latin Magnolia officinalis, donc qui est un arbuste originaire du nord-est de l'Asie, et il pousse plus particulièrement en Chine et en Inde, mais on peut aussi le retrouver dans les régions montagneuses. Alors, il ne faut pas confondre avec le Magnolia grandiflora, qui lui est le Magnolia grande fleur, donc qu'on trouve en Europe. Lui, le Manila officinal, donc on ne trouvera que en Asie, et donc comparé à l'autre, il a de belles fleurs odorantes de couleur blanc-crème. Et du coup, c'est l'écorce qui est prélevée au printemps, qui va s'utiliser en phytothérapie, mais aussi on peut utiliser les bourgeons floraux. Alors, le magnolia, il est constitué donc d'huile essentielle, de lignane, on y retrouve aussi des sels minéraux, des composés phénoliques avec du magnolol et du onochiol. Le onochiol, c'est une substance qui est connue du magnolia, car c'est cette substance qui va jouer sur l'anxiété, le stress. Donc voilà, il est principalement connu pour ces propriétés-là. Alors, le magnolia, il est connu dans la médecine chinoise sous le nom de Hupo. C'est très mignon comme nom. Et donc, elle est utilisée par cette dernière depuis plus de 2000 ans. Donc voilà, comme je vous ai dit, surtout pour ses effets sur le stress et l'anxiété. Alors, l'écorce, elle est fortement aromatique et on peut la prélever sur la tige, les branches et les racines. Alors, pour son utilisation, donc ça va être l'écorce qui va s'utiliser. Et on va l'utiliser du coup, comme je vous l'avais dit, les parties fines des plantes, les feuilles, les fleurs vont s'utiliser en infusion, tandis que les parties plus dures, comme le rhizome, les racines, l'écorce, vont se faire en décoction. Voilà. J'avais fait une petite vidéo pour expliquer toutes les utilisations des plantes, voilà, pour vous montrer un peu comment on fait une décoction, une infusion. Et du coup, donc voilà, l'écorce s'utilise en décoction donc pour combattre les pertes d'appétit. Le magnolia, il présente aucune contre-indication particulière. Ensuite, la deuxième plante, c'est le trèfle d'eau. Une magnifique plante, comme vous pouvez voir. Donc, en latin, c'est Meniantes trifoliata. Donc, elle est originaire d'Asie, d'Europe et aussi d'Amérique. Donc, comme vous pouvez voir, elle pousse particulièrement sur les plans d'eau peu profonds, donc comme les étangs, les marécages, voilà, les petits cours d'eau. Et les parties utilisées, du coup, sont les feuilles qui sont cueillies généralement en été. Alors, le trèfle d'eau, il est constitué de glucosides séchoridoïdes, d'hétérocides, de coumarine. Il y a aussi des acides phénoliques, des triterpènes, on y retrouve des tanins et aussi une très petite quantité d'alcaloïdes pyrrolysidiniques. Alors, il faut savoir que cette espèce, elle est menacée due à la suppression des zones humides. Et alors, elle a un goût un peu désagréable, mais les brasseurs anglais, en fait, s'en servent comme substitut au houblon. Donc elle permet en fait de conserver la boisson et de lui donner une légère amertume, quoi. Alors du coup, ce sont les feuilles donc, qui s'utilisent en tisane. Donc voilà, on va prendre à peu près 2-3 grammes de feuilles, 5-6 feuilles quoi, à peu près pour une tisane. Et donc elles vont soigner le manque d'appétit, elles vont aussi traiter tout ce qui est en rapport avec les troubles digestifs. Alors il faut faire attention à ne pas l'utiliser en cas de diarrhée, de colique et de dysentérie. Donc les dysentéries, en fait, c'est une maladie qui fait on a des diarrhées à longueur enfin, des diarrhées chroniques, en fait. Et il faut savoir qu'à forte dose aussi, elle peut être toxique et provoquer des vomissements. Donc, il faut faire attention au dosage. Voilà. Après, à forte dose, faut vraiment y aller pour avoir, voilà, pour atteindre la toxicité, on va dire. Mais voilà, quelques feuilles suffisent, hein. Ensuite, je vais vous présenter le cresson de fontaine. Je pense que vous le connaissez. Alors, son nom latin, c'est Nasturtium officinal. Donc, c'est une plante vivace grimpante qui est très répandue dans les régions tempérées. Elle pousse au bord des cours d'eau ou dans l'eau où il y a de forts torrents. Donc, elle ne subit pas la pression, cette plante-là. Et on la trouve souvent à l'état sauvage, d'ailleurs, bien qu'elle soit aussi cultivée comme légume.
Et les parties utilisées en phytothérapie vont être les parties aériennes et on va les cueillir de préférence en été avant la floraison. C'est là où les principes actifs sont le plus développés. Alors le cresson, il contient beaucoup de vitamines, donc notamment la A, la B1, la B2, la C et la E. Il y a aussi des sels minéraux, donc on y retrouve de l'iode, du fer et du phosphore principalement. Et il y a aussi des hétérocides sulfurés. Voilà. Alors le cresson, il est utilisé depuis bien longtemps, autant comme légume que comme plante médicinale. Et alors les Grecs, ils s'en servaient pour soigner les gens qui avaient des troubles mentaux. Et en fait, on recommandait aux sots, aux idiots, en fait, d'en manger. Donc c'était un peu la plante contre la connerie, quoi. Alors, il faut savoir qu'en Grèce, les troubles mentaux étaient souvent associés à une forme d'errance, en fait, sans but, donc à la violence, mais aussi à la bêtise. Et du coup, ce sont les parties aériennes donc, qui se prennent en infusion, dans ce cas-ci, pour combattre les manques d'appétit et aussi pour soigner les troubles digestifs. Après, on peut aussi bien consommer les feuilles, mais c'est vrai qu'en infusion, elles garantissent une plus grande quantité de principes actifs, quoi. Elles garantissent de meilleurs effets. Ensuite, il y a le poivrier commun, donc le Piper nigrum, qui est une liane vivace avec des grandes feuilles ovales. Alors, il est originaire du sud-ouest de l'Inde, mais cependant, il est cultivé aujourd'hui dans toutes les régions tropicales. Alors, il donne une première récolte qu'après 3 ans, ça c'est important à savoir. Euh, Et les parties utilisées, du coup, sont les fruits, donc les grains. Et il y a aussi de l'huile essentielle de poivre. Alors, cette plante très riche est constituée donc d'huile essentielle qui est à base de bêta-bisabolène. On y retrouve du camphène, du bêta-caryophyllène, des terpènes et des sesquiterpènes. Ensuite, il y a 9% d'alcaloïdes, dont de la pépirine. Il y a aussi environ 11% de protéines et des sels minéraux. Alors le poivre, comme vous le savez bien, il est consommé depuis des millions d'années et ça a été aussi l'une des principales et premières d'ailleurs épices à être échangée en fait. Alors l'écorce maintenant, l'écorce même aussi, l'écorce, pardon, les graines s'utilisent encore maintenant partout dans nos plats. Donc, et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'acheter du poivre a été aussi longtemps considéré comme un marqueur social très important, car le prix de cette épice était très élevé, surtout en Europe. Et du coup, pour stimuler le manque d'appétit, ce sont les grains consommés crus qui vont stimuler l'appétit. Donc le but, c'est aussi de les choisir de meilleure qualité possible, si vous en servez en phytothérapie. Et la seule contre-indication qu'elle présente, c'est de ne pas utiliser l'huile essentielle par voie interne. Donc dans ce cas-ci, pour stimuler l'appétit, seuls les grains sont vraiment efficaces, il n'y a pas besoin d'utiliser l'huile essentielle. Et d'ailleurs, il est préférable de ne jamais ingérer les huiles essentielles. Leur utilisation externe en fait suffit pour pénétrer la peau et être diffusée dans le corps. Ensuite, je vous présente le polypode commun. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je pense que oui, vous avez déjà dû l'apercevoir dans les forêts un peu humides. Donc son nom latin, c'est Polypodium vulgare. Donc c'est une fougère vivace qui est originaire d'Europe et du nord de l'Asie. Elle pousse souvent dans les haies, donc les forêts humides, comme je vous l'ai dit, mais aussi sur les murs. Et le rhizome, c'est la seule partie qui est utilisée. Et le rhizome, il est déterré souvent en automne. Alors le rhizome, il contient des saponines, donc des polypodosapogénines. Il y a aussi des floroglucines, de l'huile essentielle. On y retrouve de l'huile fixe et des tanins. Voilà. Alors le polypode, il est employé en Europe depuis l'Antiquité. Il faut savoir qu'il peut parfois devenir un parasite pour les arbres et surtout pour le chêne. D'ailleurs, son deuxième nom, c'est polypode des chênes. Et du coup, pardon, pour combattre les pertes d'appétit, c'est le rhizome qui va s'employer en décoction. Alors on peut facilement mettre 60 à 80 grammes par litre d'eau. Et il ne faut cependant pas appliquer le rhizome en voie externe car il peut provoquer de l'urticaire. Ensuite, il y a le radis noir. Alors, il s'appelle en latin Raphanus sativus. Donc c'est une plante annuelle à fleurs violettes, un peu violette lilas. Alors il vient du sud de l'Asie et du coup ce sont les racines et les graines qui s'utilisent en phytothérapie.
Alors la plante, le radis noir est constitué d'huile essentielle sulfurée, de vitamine C, de rafamine et d'hétérocides soufrés. Alors, Hérodote, donc, qui était un historien et géographe grec, c'était à peu près vers 480 avant Jésus-Christ. Donc il est considéré comme le précurseur de l'histoire. D'ailleurs, son surnom, c'est le père de l'histoire. Et il va rapporter en fait que les Égyptiens donc, qui construisaient les pyramides étaient payés en radis noirs, en gousses d'ail et en oignons. Donc voilà, je trouve que c'est pas fameux pour ceux qui ont construit ces magnifiques vestiges monumentaux. Mais bon, à l'époque, ça valait sûrement de l'or. Du coup, c'est la racine qui va... Donc on peut bien sûr le consommer en tant que condiment, mais c'est la racine qui s'utilise en décoction. Donc une cuillère à café de petits morceaux prédécoupés devrait suffire, donc à peu près 20 grammes par litre d'eau. Et voilà, elle va stimuler du coup l'appétit. Et la dernière plante que je vais vous présenter, c'est le tamarin. Donc le Tamarindus indica, qui est un arbre avec des fleurs jaune-orangé. Il est originaire de l'Inde, mais voilà, désormais il est cultivé dans d'autres régions tropicales comme les Antilles, Madagascar, mais aussi en Asie du Sud-Est, pardon. Et du coup, c'est le fruit qui s'utilise. Alors le fruit contient environ 18% d'acide organique, donc de l'acide citrique, de l'acide malique et aussi de l'acide nicotinique. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'acide nicotinique, c'est une des deux molécules qui composent la vitamine B3. Du coup, on retrouve aussi des traces d'huile essentielle, des sels minéraux, du sucre, des pectines et aussi à peu près 1% de potassium. Alors, depuis bien longtemps, on l'utilise donc dans beaucoup de préparations culinaires. Il s'est commercialisé vraiment partout dans le monde. Donc apparemment, le mot tamarin viendrait d'un voyageur arabe qui revenait d'Inde vers 1350 et en fait, il va donner le nom de Altamar al-Hindi à cette plante, donc qui va ensuite devenir le tamarin. Alors, je ne sais pas pourquoi il lui a donné ce nom-là, Altamar al-Hindi, faudrait regarder, ceux qui parlent arabe pourraient peut-être comprendre Altamar al-Hindi, je ne sais pas ce que ça veut dire, le tamar de l'Inde en fait, ça devrait dire ça. Alors pourquoi il l'a appelé le tamar, je ne sais pas. Et voilà, mais les premiers à l'introduire dans les Caraïbes au XVIIe siècle, c'était les Espagnols. Alors le tamarin, il est beaucoup utilisé dans la médecine ayurvédique. Donc c'est le fruit qui s'utilise donc contre les pertes d'appétit et car en fait il est riche en fibres. Donc il permet de réguler son appétit et même de maigrir car les fibres remplissent vite l'estomac et il assure aussi un bon fonctionnement digestif. Donc voilà. Et voilà, donc j'ai fini mes 2 vidéos sur les plantes apéritives. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour stimuler votre appétit, pour combattre l'anorexie aussi. Et donc voilà, faites toujours attention aux contre-indications des plantes et aux parties utilisées, si vous voulez faire vos propres tisanes. Alors, je mets souvent... la seule utilisation que je propose, c'est la décoction et les infusions, mais généralement, c'est des plantes qui se trouvent aussi... par exemple, le radis noir, on le trouve en extrait de plantes fraîches. Ça peut être aussi très intéressant, donc ça se prend en gouttes. C'est des macérats, en fait, de plantes fraîches. Il y en a aussi, alors je pense pas pour celles-là, mais des fois elles peuvent se trouver aussi en gémothérapie, qui sont des macérats de bourgeons. Et on peut les trouver en gélules, mais bon voilà, moi je me dis que des fois les enrobages des gélules sont faits avec certaines substances qui sont pas très cool pour l'organisme. Donc je me dis que les tisanes, les infusions, c'est vraiment l'utilisation la plus saine. Et après, il faut boire généralement 2 à 3 tasses par jour, donc ça demande aussi une discipline de votre part, quoi. Mais bon, quand on a envie de se soigner, on ne compte pas, mais voilà. Et du coup, j'espère qu'en tout cas, tout ça vous aura donné beaucoup d'informations. Et la prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur les plantes aphrodisiaques. Voilà, un autre sujet, mais tout aussi intéressant. Bon, bah, je vous souhaite plein d'amour et à la prochaine.